nous nous sommes présentés donc avec Christophe. Euh, et donc, on travaille sur ce projet depuis. Euh, donc, moi, je l'ai intégré un tout petit peu après son démarrage. Christophe, tu me coupes si je me trompe, mais en 2023, début 2023. Donc, je devais présenter le collectif créatif des territoires, mais je ne sais pas si il y a besoin de le présenter un petit peu plus. J'avais repris les slides en expliquant un peu qui on était, qu'on était un collectif d'indépendants et en fait, on essaye de travailler ensemble. Enfin, on souhaite contribuer à la fabrication des communs et accélérer les transitions localement en conscience au territoire et à celles et ceux qui habitent de leur pouvoir et de leur capacité à faire ensemble afin de relever d'autres défis pour l'avenir. Et que l'idée, c'est qu'en fait, on mène des projets concrets sur le terrain avec les territoires et on fait aussi émerger et animer une communauté apprenante sur la fabrique collective de la vie des territoires, d'où l'objet de ces webinaires qui sont donc enregistrés pour qu'on puisse les partager aux autres et qu'on puisse partager ensemble nos expériences. Donc, on collabore avec plein de gens. Mais aujourd'hui, nos 3 questions vont porter donc sur le projet européen qui s'appelle Eco to Schools as a New European Bio's Labs. Et donc, ma première question, donc moi, sur ce projet avec donc Christophe ici présent, mais c'est Christophe qui a mis en œuvre, enfin qui a organisé tout le projet. Moi, je suis arrivée après le démarrage. Donc, ma toute première question à Christophe sera, mais pourquoi avoir fait ce projet européen sur une question de participation à l'échelle territoriale? Voilà pour ma première question. Quelles sont les origines de ce projet? Donc, Est-ce que tu avais des les origines slides de ce à projet, hein, partager? je vais les partager juste après. Donc, je vais d'abord le Ok, faire sans slide et après, on va ça basculer marche. sur les slides. On t'écoute. Euh, donc, le premier, enfin, le point de départ de ce projet, c'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure lors du tour de table. Simplement, j'ai travaillé enfin, on a travaillé collectivement, on était pratiquement 100 personnes à travailler sur la transition écologique, feuille de route transition écologique du Nord-Pas-de-Calais, qui est devenue celle des Hauts-de-France par la fusion des régions, et qui s'appelait la troisième révolution industrielle en Nord-Pas-de-Calais. Donc, nous avons rédigé un master plan et nous avons décliné une grande diversité, richesse d'initiatives sur ce territoire. Il n'avait pas vu ça c'était sans précédent hein, depuis la reconstruction d'après la Deuxième Guerre mondiale, on va dire. Et une multitude d'initiatives qui sont venues derrière ça. Mais j'ai constaté en étant vraiment au cœur de la dynamique métropolitaine, puisque j'étais responsable de l'aménagement du territoire, qu'en fait les politiques ne descendaient pas et qu'on ne changeait pas les mentalités par le haut. Qu'en fait on change les mentalités par le contact des projets, par la collaboration réelle et on a besoin de faire la preuve de concept de cette collaboration, ces nouvelles formes de collaboration pour la rénovation climat des quartiers, des villages, au plus près des gens. C'est-à-dire, on ne peut pas demander aux gens aujourd'hui, avec la maison à 1 euro, de dire rénovez votre maison, changez votre mobilité. Les gens raisonnent pareil, c'est-à-dire qu'on va avoir un installateur qui va changer la chaudière pour une pompe à chaleur. C'est pas vraiment la solution, la pompe à chaleur en ville. On va avoir un crédit qui va permettre d'acheter une voiture électrique, mais il n'y a pas de borne de recharge dans ma rue. Comment je fais? Voilà, la voiture électrique coûte plus cher. Bon, donc on a voulu aller faire du vélo et on n'a pas de garage à vélo. On veut rénover sa maison. Il faudrait pouvoir être accueilli dans une maison à côté pour rénover sa maison parce que une maison en rang, c'est compliqué. Voilà, donc tous les sujets rencontrent des blocages et les collectivités ne bougent pas parce que elles sont dans des processus où elles sont quelque part habituées à ces processus avec des financements, etc. Des règles complexes, des temps qui sont très très longs, et puis une dépendance de l'industrie et des finances telles qu'elles sont dans le monde d'aujourd'hui.
Donc, on s'est posé la question dans le cadre de Lille capitale mondiale du design, puisque Lille était capitale mondiale du design en 2019, Lille capitale mondiale du design 2020. Donc, on a participé à la fabrique d'époque ville collaborative. Donc, POC, c'est pour preuve de concept. Et on a partagé cette question. On a réalisé des ateliers de co-design au sein du CAUE du Nord avec à peu près une cinquantaine de parties prenantes, une trentaine de personnes en direct. Quand je parle de 50 parties prenantes, c'est rencontré en vrai, donc il faut voir le temps que ça prend. Une trentaine de personnes qui ont accepté de participer à des ateliers de co-design. Nous avons focalisé cette question sur une typologie de bâtiment qu'on retrouve partout sur le territoire et qui était d'actualité à ce moment-là. C'était la rénovation des bâtiments éducatifs. Pour la première fois, l'État se posait la question, et les collectivités, qu'est-ce qu'on va faire avec les bâtiments éducatifs? Dans les Hauts-de-France et en transfrontalier, 2 écoles sur 3 sont en très mauvais état. Quand je dis très mauvais état, ça veut dire que d'ici 2030, en fait, on a 1 école sur 3 qui ferme parce qu'elle n'est plus dans les normes de sécurité, d'accès, etc. Il y a une deuxième qui doit connaître une rénovation parce que c'est vraiment urgent. Donc c'est une grande question en fait hein, sur le territoire. Et le deuxième point, c'est qu'on retrouve une école ou un bâtiment éducatif, un tiers-lieu éducatif, un campus, une école paroissiale, des choses comme ça dans chaque quartier, chaque village. On retrouve ça partout en France, partout en Europe. On a encore ces lieux-là qui sont les lieux le plus proches des habitants. Donc, elle s'est dit, si on saisissait cette opportunité du besoin de rénover les écoles pour les rénover différemment, pas à pas, en co-apprentissage action, et qu'on transforme ces écoles en living lab de quartier, living lab de village, living lab d'agglomération, pour finalement montrer comment on peut aller vers la rénovation climat. Donc, une fois qu'on a fait cet exercice-là, on s'est dit, ben, il va falloir vraiment qu'on on concentre les choses et puis qu'on se muscle pour y arriver. Donc, on est venu à cette idée de démarrer un premier Living Lab collaboratif. C'était sur l'Eurométropole, l'île Courtrai-Tournai pour être en transfrontalier. Donc, j'ai travaillé pendant la période Covid là-dessus. Forcément, ça a été très compliqué puisque toutes les collectivités se sont reconcentrées sur elles-mêmes, ont diminué leur participation à tout type de projet, donc surtout pas des nouveaux projets. Et à ce moment-là, commençait le nouveau Bauhaus européen, qui est une initiative qui a été voulue par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle sera prochainement, probablement à nouveau l'aide de la présidente, et qui a été inondée de courriers lors de sa prise de fonction, de personnes, de citoyens de toute l'Europe, qui lui disaient, c'est génial ce que vous voulez faire avec le plan vert, hein, donc le European Green Deal. Nous, on veut y participer. Et le problème, c'est que la Commission européenne, elle n'est pas pensée pour parler directement avec les habitants ou parler directement avec des entreprises ou des chercheurs, etc., des artistes. Eh bien, elle s'est dit, il faut faire le nouveau Bauhaus, le Bauhaus qu'on a connu dans ces périodes très grises, noires de 1930, hein, des années 30 jusqu'à 45. Qui a été finalement le point de départ de toute la modernité culturelle et architecturale en Europe, aux États-Unis. Eh bien, si on refaisait ce Bauhaus aujourd'hui, donc le nouveau Bauhaus, et donc le centre de recherche de l'Union européenne a commencé à travailler sur ce nouveau Bauhaus, ouvert des ateliers de co-design auxquels on a participé. J'ai participé dès le départ hein, au nouveau Bauhaus européen, ce qui nous a amené à devenir partenaire officiel du nouveau Bauhaus européen pour la dimension coopérative. Donc, quand j'étais coincé sur quelque part la mise en application du POC, l'île capitale mondiale du design, pour rénover les écoles, il a fallu trouver une solution pour sortir par le haut. J'étais tout de même en limite de ce que je pouvais tenir. Il faut se dire, tenir 3 ans sans aucune ressource, c'est courageux. Là, j'en suis à 5, hein. Donc, c'est quelque chose
qu'à un moment qui nous dépasse et qu'on fait, mais c'est vraiment pas, c'est pas chouette à faire en fait. C'est chouette à faire dans le contact qu'on a avec les gens, mais c'est pas chouette à faire en termes de tout le poids social qu'on a. On est pratiquement à côté de toutes les cases qui sont prévues dans la société. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là aujourd'hui, et ça, quelque part, quand on connaît ces gens, ça permet aussi de tenir le coup et de voir où sont les leviers pour bouger. Il manque un peu de solidarité, donc c'est l'intérêt collectif, créatif de territoire, c'est créer de la solidarité au lieu de la compétition, plutôt de la compétition, de la collaboration que de la compétition. Un vocabulaire qui est nouveau pour l'Union européenne. Donc, une fois que ce sujet a été mis à l'agenda du nouveau Bauhaus européen, qu'on a décidé de l'intégrer au sein du New Open Bauhaus Lab, le laboratoire du nouveau Bauhaus européen, eh ben, il a fallu se farcir toutes les procédures pour pouvoir démarrer ce projet. Donc, à ce moment-là, on commençait à candidater pour un premier appel à projet européen. On y travaille 9 mois. Échec, il n'est pas déposé. On cherche de nouveaux partenaires, on retravaille sur un deuxième appel à projet européen où on vient greffer sur un appel à projet d'un autre. Échec, cet appel à projet n'est pas retenu. Et on en tente un troisième avec ce partenaire qui nous avait invité à déposer le projet, et on le fait avec notre projet et on gagne. Donc ça a été un parcours apprenant qui a duré pratiquement 2 ans. Et où on arrive à ce début de l'aventure que mentionnait Stéphanie, donc où nous avons tenu un projet Erasmus+ recherche, et d'où Stéphanie est arrivée dans le projet, puisque à ce moment-là, moi je suis allé chercher Dominique Sciamma qui démarrait la nouvelle école de design, Cergy, école de design à Saint-Germain-en-Laye, école de design tout à fait originale puisqu'elle a pour baseline pour le vivant, et qui forme des designers globaux et qui a directement démarré une chaire de recherche sur le design. Donc on s'est dit c'est une opportunité de les faire rentrer dans ce programme, et Dominique Schema a accepté le risque, a réussi, on va dire, à faire passer le risque au niveau de l'université, hein, qui n'y serait pas allé comme ça, pour permettre l'implication d'un chercheur ou d'une chercheuse dans ce projet. Donc Stéphanie est dans ce projet, et elle est dans ce projet donc avec cette dimension tout à fait importante qu'on développe aussi avec l'université de Bayreuth, mais qui est très ciblée sur une tâche liée à l'évaluation. Stéphanie est là sur donc le design de quelque part de communauté, comment on démarre une communauté dans le cadre de ce projet pour l'impliquer dans la rénovation climat de l'école, de impliquer les différentes générations et un cercle de parties prenantes qui est large pour pouvoir produire un effet systémique. Voilà, donc on est en train de tester différentes choses que je vous présenterai ensuite et que Stéphanie va vous présenter aussi pour montrer comment est-ce qu'on essaye de faire prendre cette mayonnaise sur 5 sites pilotes européens qui ont cette spécificité d'être situés au cœur de zones climatiques, culturelles, transfrontalières, parce que notre objectif, c'est de faire de ces premiers sites pilotes le point de démarrage de Living Lab de proximité. Et là, on est en train de démarrer cette première ouverture sur le territoire du Grand Reims, qui va s'ouvrir en transfrontalier sur la partie Belgique, mais aussi Allemagne, Suisse, Luxembourg, à proximité. Ok, super, merci Christophe. C'était très intéressant, très clair de l'avoir résumé comme ça en 15 minutes. Bravo, parce que c'est un travail d'autant d'années de mise en place. Donc, du coup, j'enchaîne sur ma partie, donc effectivement, qui est comment créer une communauté locale en co-apprentissage action. Donc, en fait, moi, dans ce projet-là, comme l'a dit Christophe, je suis arrivée au sein d'une instance que Christophe a créée qui s'appelle la Chambre de qualité.
Et c'est une chambre, enfin, c'est un réseau d'experts qui vont, enfin, peut-être si tu veux peut-être en dire deux mots, Christophe, de Je ça, vais et juste après, dire en deux mots et je te redonne la parole. ouais, ouais, Simplement, donc, on a eu cette idée de se dire qu'un lab décentralisé, puisque en fait, on a l'habitude d'avoir des labs centralisés de l'industrie, c'est-à-dire vous allez avoir, je sais pas, partout, la fabrique Aviva, vous allez avoir le lab du Crédit Agricole, etc. Donc, on va se mettre à un endroit, on va penser que tout le monde va venir là-bas. Là, l'idée, c'est plutôt de se dire que les choses se passent là où elles se passent et qu'il y a une mise en commun des pratiques, des initiatives qui se fait dans une communauté. Donc, il y a la communauté au niveau local, et il y a aussi une communauté des sites ensemble. Et il y a une relation de ces sites ensemble avec les sites autour. Chaque territoire a une expertise locale, mais qu'il faut réveiller. Ça prend beaucoup de temps de réveiller, de convaincre les gens de venir, etc. Il y a toujours ce problème du financement parce que tout fonctionne autour de l'argent aujourd'hui, ce qui est véritablement le principal mur qu'on a en face de nous, hein. C'est que si les gens ne sont pas payés ou ne sont pas bien payés ou ne sont pas soutenus, on n'arrive pas à faire les choses. Donc, on a doté le New Open Bars Lab Eco to Schools, ce projet qui démarre avec un programme Erasmus+, d'une chambre de qualité dans lequel finalement on vient rassembler tout ce qu'il y a de positif comme expertise en soutien, tout ce qu'il y a d'innovant, parce qu'on a vraiment été chercher des partenaires qui sont très innovants pour stimuler les projets, pour être aussi en soutien efficace aux projets. Et donc là, on n'est pas dans une advisory board comme ça existe dans beaucoup de projets européens, c'est-à-dire une chambre de conseil pur. Donc, on lui donne des conseils et puis le résultat, elle n'est pas trop intéressée dedans. En fait, elle produit des rapports et elle va donner un regard parfois expert de très haut niveau, hein, en profondeur sur les choses. Mais sur le terrain, il y a des difficultés à mettre ça en place. Et donc la chambre de qualité, elle est plutôt en proximité et elle est dans la collégialité. Donc là, on vient plus opposer des experts, mais on essaye justement, on a installé une sorte de règle d'usage au sein du collectif de la chambre de qualité pour avoir une bienveillance, avoir une écoute, avoir un intérêt à apprendre ensemble aussi pour pouvoir réaliser un éclairage global, systémique de ce qu'on voudrait atteindre. Voilà, donc je repasse la parole ouais, à super. Stéphanie. Et ben, parfait. Et ben, merci, Christophe. Et donc, du coup, moi, dans le cadre de cette chambre de qualité, euh, et amené enfin, c'est la Learning Action Co-Design méthode du projet, donc qui a été décidée, enfin qui a été construite au début du projet, de dire qu'en première étape, il fallait former justement des communautés locales ouvertes, que c'était une étape vraiment importante du projet, comme le disait Christophe, de ne pas être fermé à faire comme d'habitude de la rénovation de bâtiments en entre-soi, mais justement de l'ouvrir aux communautés et aux territoires pour que les gens puissent venir se saisir de tout ce qui va être fait pour apprendre ensemble et faire ensemble pour pouvoir ensuite bah voilà, rénover et apprendre ensemble. Donc, la première étape, c'était former des communautés ouvertes. La deuxième étape, c'est apprendre en observant la situation initiale, forcément. On va venir voir ce qu'il y a au départ et donc, du coup, on va apprendre de ce qui s'y passe, observer la situation initiale pour ensuite co-designer avec la communauté des sessions, des workshops et pouvoir travailler sur des thématiques bien précises. Et enfin, tester tout ça et chaque étape est rétroactive. Donc, dès qu'on se rend compte qu'il y a un moment où les choses vont pas bien, on peut revenir en arrière et revoir ce qu'il fallait observer pour pouvoir co-designer et enfin tester. Mais ça, tout ça, c'est vraiment les méthodes de co-design. Et en fait, dans cette méthode, avec la chambre de qualité au début, comme le disait Christophe, plutôt que de donner des conseils comme ça un peu décorrélés du terrain, il fallait vraiment qu'on aille tester un peu cette méthode sous forme de test activité, enfin test activity. Désolée, je vais avoir des mots en anglais parce que comme tout est en anglais, je vais avoir du mal à le traduire. Des activités tests en fait qu'on va aller tester pendant 3 mois sur chaque site.
Et moi, une des activités test que je devais mener, c'était l'activité justement construction de communauté. Et donc, l'idée, c'était vraiment dès le début de dire, mais en fait, cette communauté, déjà, c'est qui, c'est quoi, il y a qui. Et en fait, sur chaque site, on avait un manager de site qui était notre contact voilà, du projet européen. Et en fait, l'idée, c'était de lui dire, bah, déjà, toi, tu n'es pas tout seul. Il va falloir que tu te crées une équipe autour de toi qui va pouvoir t'aider parce qu'en fait, être seul, comme le disait Christophe, à porter ce type de projet où c'est en parallèle de son activité, hein, parce qu'il faut le rappeler, en fait, les gens, ils travaillent. Ils ont, on a un prof d'ingénierie, on a des chercheurs, enfin voilà, sur chaque site pilote, en fait, on a des profils en plus de managers différents. Et donc, c'était l'idée de se dire qu'il fallait identifier ce qu'on a appelé, nous, la core team, qui est une équipe resserrée, rapprochée, qui aura des compétences euh, sur certaines thématiques de la rénovation, justement, des bâtiments. Et qu'au-delà de cette core team, après, il fallait qu'on aille chercher d'autres parties prenantes qui sont les utilisateurs, mais aussi qui seraient des partenaires ou des sponsors, qui vont représenter des groupes de typologie de personnes voilà, avec leur propre expertise, donc soit d'utilisateurs, de personnes qui va rénover, ou qui est professionnel aussi de gestion, parce qu'on a vraiment ce challenge de devoir faire apprendre aux gens vraiment ce que c'est que de rénover. Et donc, du coup, ça a été vraiment la première étape de leur faire se constituer cette première équipe resserrée. Et une fois qu'ils avaient… et donc, l'idée, c'était de se dire qu'en constituant cette équipe resserrée, ils allaient le faire selon 4 thématiques qui étaient la rénovation. Ben voilà, ça veut dire quoi rénover un bâtiment. Les apprentissages, ben, ça veut dire quoi apprendre aux autres, voilà. Mais aussi la gestion d'un bâtiment, c'est peut-être pas la même chose que la rénovation, et la communication autour du projet. Et en fait, avec ces personnes qui sont plus ou moins spécialistes de chaque thématique, ils vont pouvoir après, ensemble, explorer un peu sur leur territoire qui pourrait venir dans cette communauté pour aider à la rénovation du bâtiment en fonction de leur projet et de leur vision, donc c'est vrai que j'en parle pas à ce moment-là parce que moi j'étais concentrée sur l'activité test, mais chaque site pilote avait créé son Green Action Plan en se donnant ses ambitions de ses projets et voilà. Et sur chaque projet, en fait, l'idée c'était d'aller chercher des parties prenantes avec lesquelles ils n'auraient pas osé travailler en fait de prime abord. Donc, l'idée, ça a été de travailler sur des outils qui soient facilement appropriables par tout un chacun, en fait, qui n'était pas forcément designer. Là, c'était lorsqu'on s'est retrouvé à Ciência Viva au Portugal, donc dans un centre scientifique, un peu comme la Cité des sciences et de l'industrie, mais au Portugal, à Lisbonne. Donc, qui n'est pas une école, mais qui a un bâtiment qui va apprendre, enfin, où il y a des enfants et des écoles qui viennent quand même pour apprendre plein de choses sur les sciences. Et l'idée, c'était d'utiliser une cartographie de parties prenantes pour que chaque core team puisse aller essayer de chercher sur son territoire, justement, les bonnes personnes qui puissent venir faire ce travail ensemble. Donc, en fait, moi, mon rôle, ça a été de concevoir ces cartographies et de concevoir un peu la manière de les utiliser. Et donc, comme chaque site était à des différents endroits en Europe, il y avait un Miro, donc non, un tableau collaboratif là, en ligne sur lequel il y avait expliqué un peu de la manière de se servir de cette cartographie de parties prenantes. Et ça leur a permis à chacun de non seulement d'aller chercher, de brainstormer, d'essayer de trouver d'autres typologies de personnes auxquelles ils n'auraient pas forcément fait appel, parce qu'en fait, une école, ça reste fermé. Là, l'idée, c'était vraiment de l'ouvrir sur le territoire en fonction des projets. Donc, ça leur a permis de trouver de nouveaux partenaires, peut-être de trouver d'autres idées de projets, mais aussi et surtout de leur permettre de facilement définir les rôles de chacun dans le projet et justement en tant que devenir une communauté et en disant on a chacun un rôle à jouer en fait dans ce projet.
Et donc, ce qui est intéressant, et en tout cas, moi, ce que j'avais pas en tant que designer dans le projet dès le début, c'est que en fait, cet outil, c'était un outil qu'ils allaient utiliser seuls. Moi, j'ai toujours eu l'habitude d'animer des workshops, d'animer bah, voilà, collectivement des co-design workshops, alors qu'en fait, bah, là, cet outil, il fallait absolument qu'il soit compréhensible par tous et qu'ils puissent l'approprier et l'utiliser eux-mêmes ensuite, alors qu'ils ne sont pas forcément designers. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est que le Portugal, justement, a eu l'occasion d'utiliser l'outil des cartographies de parties prenantes, qui peut être un outil assez fastidieux parce qu'on s'y perd et tout ça. Mais là, ils ont eu l'occasion d'utiliser avec bah, là, 3 classes, enfin 3 groupes d'enseignants du Portugal. Ils l'ont utilisé en ligne et en fait, ils ont fait ce travail sur leurs écoles justement et leur dire, eh ben voilà, vous voulez rénover votre école, vos écoles, ben voilà comment il faut s'y prendre. Il faut déjà commencer par cartographier qui est présent sur votre territoire, qui, euh, qui, euh, qui pourrait être cette équipe rapprochée qui puisse... Enfin voilà, ils ont fait un peu tout le processus avec ces groupes. Et donc, c'était vraiment très intéressant d'avoir leur retour par rapport à ça, parce qu'en fait, les écoles n'ont pas l'habitude de le faire, ils n'ont pas l'habitude de penser à qui pourrait prendre des décisions sur telle et telle thématique. Et donc, du coup, c'était intéressant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu des retours très précieux de chaque site pilote pour pouvoir faire une version de cet outil qui soit encore plus dans la narration et qui puisse un peu mieux expliquer les différentes euh, euh, rôles et les différentes manières d'aborder la rénovation des bâtiments. Donc, je ne sais pas si c'est très clair au final. Mais ça va, vous m'entendez bien quand même? Du coup, c'est toujours très perturbant. Mais donc voilà, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de devoir créer des outils qui soient à la fois pour 5 sites dans 5 pays différents, mais où chacun doit aller chercher leur communauté et qui ont chacun leur propre culture et leur propre manière d'aborder bah, comment on fait rentrer les gens dans notre école et comment on les fait travailler avec nous. Donc voilà pour cette partie-là. Mais donc, concrètement, du coup, parce que ça reste encore très, bah voilà, ça reste de parler d'outils. Et donc, ce que je trouvais intéressant, enfin, ce qu'on trouvait intéressant avec Christophe, c'était de concrètement savoir comment on implémente cette méthodologie et ces outils sur un site. Parce que Christophe est non seulement le visionnaire qui a mis en œuvre ce projet européen, mais il est aussi le manager du site de Microville 112, enfin de l'éco-campus de Microville 112 à Reims, donc un de nos 5 sites pilotes, celui de la France. Donc Christophe, concrètement, pour le temps qui nous reste, j'espère que je n'ai pas été trop longue, mais je pense que tu as une petite vingtaine de minutes ou un quart d'heure, 20 minutes pour nous dire mais comment euh, à l'éco-campus de Microville 112 et puis peut-être explique en quelques mots ce que c'est que Microville 112 pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, alors là, je vais le faire avec quelques As-tu images, besoin ce sera mieux. Oui, je vais de choses? peut-être partager là tout de même l'écran. Ouais. Donc, moi, j'arrête mon diaporama. Voilà. Et alors, attends, comment j'arrête? Je me suis perdue. C'est bon, tu as repris la main ou non? Comment j'arrête le partage? Arrêter le partage. Voilà, c'est bon. Donc, est-ce que vous voyez mon écran correctement? Oui, c'est tout bon, ouais. Ok, là, ça fonctionne. Donc, voilà la microville 112, simplement. Donc la microville 112, donc il faut savoir qu'on a 5 sites pilotes qui sont complémentaires, hein. Nous avons en Grèce le coordinateur du projet, c'est Elino Germaniki à Gogi. C'est une grande école multiniveau jusqu'à la classe préparatoire. Donc on va dire de la crèche jusqu'à la classe préparatoire ou du jardin d'enfants jusqu'à la classe préparatoire et qui a en son cœur un centre de recherche et développement avec une vingtaine de chercheurs donc en permanence.
sans compter les enseignants-chercheurs qui sont dans les classes et qui participent à une variété de projets de recherche. C'est l'école grecque la plus innovante et l'une des écoles les plus innovantes en Europe sur les processus apprenants. Et le curriculum de l'école est adapté en fonction des projets de recherche et des innovations. Donc, c'est un Living Lab à l'échelle d'une école et qui est plutôt orienté vers les apprentissages techniques avec mélangé avec les langues. Et là, c'était une innovation, enfin une nouveauté pour cette école de traiter le sujet de la soutenabilité à travers la rénovation climat et l'éducation climat, puisqu'on couple bien rénovation climat et éducation climat. Scientia Viva que vous a introduit Stéphanie, donc c'est un musée des sciences à Lisbonne qui est très largement fréquenté. Il est positionné au cœur de l'ancienne exposition universelle de Lisbonne, ce qui est un sujet en soi. Il est à la tête d'un réseau de plus d'une 70 centres de proximité d'éducation, sorte de centres sociaux d'éducation sciences, de fermes pédagogiques et de clubs de vulgarisation au niveau de tout le Portugal et de pays rattachés au Portugal. À Cork, on a une université, le campus de la deuxième université irlandaise, et qui a été le premier éco-campus au niveau mondial à obtenir le drapeau vert éco-école pour campus universitaire. Et qui donc est très engagé dans la soutenabilité et qu'on challenge sur une approche de rénovation d'un campus historique en plein cœur de ville. À Stockholm, on a une école située en périphérie. Vous voyez ces lacs qui débordent, hein, comme au Canada, très loin dans les terres. À Stockholm, à côté de l'aéroport d'Arlanda, se trouve donc Sigtuna. Et Sigtuna, c'est en fait un village, mais c'est deux villages au milieu desquels se trouve la principale école internationale suédoise, celle qui a formé les rois, des dirigeants de grandes entreprises, etc., et qui est une école internationale. Et c'est un campus historique, donc bâtiment historique, qui regarde sa rénovation au milieu de deux villages en périphérie de Stockholm avec tous les sujets de l'éducation à l'environnement qui commencent vraiment à pointer, alors que la population vient s'y installer plutôt en tant que retraité, jeune famille, avec une approche périurbaine, donc avec des habitudes périurbaines. Là, la microville 112 vient compléter tout cela avec un tiers-lieu éducatif, qui est l'éco-campus, qu'on installe au cœur de cette base aérienne 112 que vous voyez là, ici à l'écran, qui va être rénové en 5, 7 ans en une microville durable, un territoire neutre carbone avant l'heure, et qui vise à devenir un living lab pour tout le territoire qui l'entoure, en fait, tout le territoire du Grand Reims, Champagne-Ardenne, le Grand Est, pour se mettre en relation avec plein de projets. Et c'est ça qui va être la fonction de l'éco-campus, c'est de permettre à des gens à l'extérieur de venir se former, de venir découvrir en immersion, quoi prendre en action cette transition au cœur de ce grand chantier qui va être la microville durable, et ensuite la vie de ce projet, puisque ce projet, il va vivre après sa rénovation. Donc pour ça, on a sélectionné un bâtiment au cœur du site où on va retrouver l'essentiel du processus EcoSchool qu'on veut démontrer dans le cadre du New Open Borders Lab EcoSchool. Donc, le premier focus, on a 5 focus thématiques qui permettent de comprendre un peu cette dimension de transformation systémique des lieux éducatifs. La rénovation en série, comment est-ce qu'on rénove en série des lieux avec différentes typologies de bâtiments. Donc là, on a des typologies de bâtiments spécifiques. On a par exemple le bâtiment dans lequel va être localisé l'éco-campus, a été rénové dans les années 90 et on a son jumeau juste en face qui n'a pas été rénové depuis les années 50. Donc on va pouvoir avoir deux approches différentes avec un bâtiment qui a été rénové où on va l'améliorer sans le déconstruire et le réisoler, etc. Non, on va faire avec le bâtiment existant. Ça, c'est une innovation de montrer comment on peut faire avec des bâtiments existants sans les raser, sans les fermer, sans construire un nouveau bâtiment.
Et puis, on a un bâtiment à rénover vraiment, où on peut le rénover avec les meilleures techniques qui existent aujourd'hui. Et là, le défi, c'est plutôt de le rénover avec des techniques de demain, qui sont des isolants biosourcés, qui sont l'utilisation de écomatériaux, chantier zéro déchet, 100% chauffé par des énergies renouvelables, etc. Plus de nouvelles configurations du bâtiment. Le deuxième focus, c'est l'ouverture. Là, on a un campus, il est situé au milieu de cette microville durable. On a eu beaucoup de peine au départ à faire comprendre qu'on avait un lieu, mais il n'était pas limité juste à sa clôture. En fait, il allait déborder très largement sur tout le territoire autour et avoir des fonctionnalités qui sont poreuses. Les écoles, ce sont des espaces multifonctionnels qui sont ouverts sur leur environnement. Ça va être d'autant plus important que 3 générations vont retourner à l'école. Et puis, c'est très important aussi pour le modèle économique de rénovation de ces bâtiments, c'est il puisse y avoir un usage, hein, par exemple une salle de sport ou la cour de récréation peuvent servir au-delà des heures de fermeture de l'école. C'est quelque chose de nouveau pour les gens qui gèrent ces bâtiments éducatifs. Le troisième focus, c'est d'autres configurations pour mieux co-apprendre. Alors, l'éducation climat va tout changer parce que nous sommes aujourd'hui avec des écoles qui sont héritées du 19e siècle. Vous avez un tableau blanc interactif qui remplace le tableau noir, mais l'école est toujours pareille à celle de nos arrière-grands-parents. Et l'école de demain, ce n'est plus cette école où on met tout le monde dans une classe pour apprendre des choses qui vont être diffusées par un enseignant, qui est le sachant, vers des personnes qui doivent apprendre et à qui on va attribuer des rôles d'ailleurs, puisque il y aura les personnes qui sont adaptées à cet enseignement-là et celles qui ne le sont pas. Donc, on crée des enseignements à plusieurs niveaux. Dans la ville durable de demain, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de tous les talents. Et ces préférences qui étaient ignorées par la société industrielle deviennent des véritables atouts, des perles. C'est-à-dire, on a une personne qui est très habile de ses mains. On a une personne qui arrive à retranscrire des idées facilement, raconter des histoires, dessiner. On a une personne qui est capable d'animer un groupe. Il y a une personne qui est capable de prendre soin du groupe, de prendre soin de tout le monde, d'être très attentive aux soins de tout le monde. On a une personne qui est très intelligente, qui arrive à penser des choses bien avant les autres. Il y a une personne qui arrive à le faire, le conceptualiser pour le faire, etc. Une personne qui arrive à le gérer au niveau financier, etc. Donc, on a des personnes qui arrivent à transmettre des compétences. On a besoin de tout. Et forcément, la configuration du lieu d'apprentissage va s'adapter à ce nouveau mode d'apprentissage. Et donc, il faut envisager les écoles avec les architectes de manière complètement différente de ce qu'on voit aujourd'hui, et beaucoup plus adaptable et beaucoup plus en transformation pas à pas, en fonction des besoins des enseignants, en fonction de l'évolution de l'école qui ne va pas se faire en un jour. Donc ça, c'est le troisième focus, c'est un focus très important. Le quatrième focus, c'est une communauté en co-apprentissage action qui va être engagée. Il faut un engagement collectif pour arriver à la neutralité climat, à cette résilience climat, qui est aussi une résilience sociale parce qu'on réintègre des personnes ou des composants de la société qui étaient laissés de côté. Et cette inclusion, ben, elle se joue par aujourd'hui ce qui fait la force du programme Éco-École au niveau international. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de ce programme Éco-École qui voit le jour à travers l'UNESCO, une communauté engagée et qui célèbre ses progrès et transmet d'année en année les projets. Et puis reconnecter avec la nature, recréer un cercle avec en permaculture. Je- Euh, Excuse-moi de te oui, couper, Christophe. Ton diaporama ne bouge pas. non, C'est c'est parce que bizarre, j'ai hein. pas, je vais aller, je vais avancer, je Ah, vais vous très bien. C'est parce partager que du coup, on posait la le question dans le diaporama. chat. Donc, très bien. Voilà, je suis désolé. Donc, Ah, pas de- c'est parce que en fait, j'ai décollé un peu sur le début, il était lié à la genèse du projet. Donc là, je vais venir rapidement sur le projet de la microville 112. Ici, pour vous donner une idée, autre représentation de ce qu'est ce changement, c'est un tableau de Paul Signac qui a été constitué au moment du démarrage du plein essor de la révolution industrielle et où une série d'intellectuels, artistes, se sont posé les questions de qu'est-ce qui reliait la société, c'était quoi la société désirable. Et quand on prend ce tableau et qu'on y transcrit des principes du nouveau Bauhaus européen, c'est ces sujets d'avenir qu'on doit traiter.
eh bien, on voit que tout est représenté. Donc les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui ne sont pas des sujets qui sont neufs, sont des sujets qui existaient déjà au 19e siècle. Et on est dans une permanence du temps qui est beaucoup plus longue que ce qu'on imagine. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'a que 150 ans d'âge. Elle a 150 ans d'âge, pas plus. Et on va redécouvrir en fait les cycles longs et la permanence des choses et le fait que c'est collectivement qu'on arrive à créer du bien vivre ensemble et qu'on arrive à créer cette résilience, en particulier sur ce sujet du climat et de la biodiversité, qui sont ces deux murs que nous avons face à nous, hein. Un écroulement de la biodiversité en quelques années et un changement climatique qui s'accélère comme c'est pas possible. Après, il y a un troisième sujet qui est le sujet social. Donc, ça, le sujet social, il n'est absolument pas à oublier. Et c'est pour ça que nous représentons le concept EcoSchools avec la théorie du donut. Il ne faut pas crever le plancher social, les limites sociales qui sont acceptables pour l'humanité. Et il ne faut pas crever le plafond de l'environnement, du vaisseau spatial dans lequel on habite, hein, qui est la Terre et l'équilibre du vivant. Donc ça, c'est nos points de départ. Forcément, il y a une communauté à se créer, d'où ce travail sur les parties prenantes, parce qu'on met au centre l'étudiant et on dit à l'étudiant, tu dois tout faire, c'est les jeunes qui doivent faire, mais quelque part, ça mène à de la dépression. Donc c'est pour ça qu'on a passé à la notion de co-apprentissage en action. L'idée, c'est de pouvoir mettre les mains vraiment en action sur des choses qui sont faisables et mobiliser la communauté pour que les gens ne soient pas seuls, y compris les professionnels et les équipes encadrantes, hein, des écoles. Donc forcément, ce laboratoire prend du temps à démarrer. Donc ici, vous voyez en parallèle, hein, cette représentation du donut, l'espace juste et sûr pour les vivants, et On puis voit toujours notre pas. représent. Pardon, ça déroule toujours pas, hein, le PowerPoint chez Euh, moi en tout cas. ah bon, mais désolé, là je passe des diapos, si ça marche pas. Moi, je le vois à mon écran. Euh, vous voyez quel slide là actuellement? Toujours la première. Ouais, on est toujours sur la Ah, première aïe, page. aïe, 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 aïe. Alors, je suis désolé parce que là, du coup, je me balade pour rien. Donc, effectivement, il y a vraiment un problème. Alors, je vais repartager tout mon écran, je ne vous verrai plus. Non, vous Ah le oui, voyez. Parfait. voilà, c'était Oui, vous mieux. le voyez? Ah, Voilà, on alors, le je voyait. recommence. Là, on était sur un autre slide, oui. Je partage tout l'écran et on y retourne. Voilà. Vous voyez ou pas le Oui, on voit PowerPoint là? Greta. Vous voyez Greta, ça y est. On n'a Donc, pas vu Paul Signac, en revanche. non, je vais revenir à Paul Signac, comme ça je vous montre le tableau de Paul Signac, parce que là je vous Oui. parle dans le vide, je suis désolé. Alors, est-ce que là il y a l'écran, il ne veut pas bouger. Euh, Ah, ça y est. Donc vous voyez toujours là. Donc là, vous voyez le tableau de Paul Signac. Ah, Oui, voilà. oui. Vous voyez donc une personne qui est en train de cueillir un fruit, la ferme à l'assiette, c'est une politique européenne, à courte distance, recréer une relation avec les saisons et notre alimentation. Euh, les énergies renouvelables, la mobilité intelligente, on voit les bateaux à voile, hein, c'est pas les bateaux à vapeur qu'il a représentés. Vous voyez les gens qui sont capables de célébrer des choses en dessous d'un arbre, qui est en même temps un endroit où ils apprennent. Vous voyez d'un côté de l'arbre, vous voyez des personnes qui sont en train d'apprendre, et de l'autre côté, des personnes qui sont en train de danser, hein, de fêter des choses qui ont été réalisées. Vous voyez la collaboration au niveau du travail. Vous voyez la, la capacité d'être en compétition, mais de s'améliorer ensemble. Vous voyez le pont entre les générations, entre la dame et la mère ou tante, nourrice et l'enfant. Vous voyez la beauté, vous voyez ce symbole avec le coq qui est d'éclairer, lever un nouveau jour sur ce que la société devrait être demain. Le rôle des arts, de visualiser, sentir la direction, d'où cette grande importance qu'on a de passer de notre cerveau rationnel à celui de l'image.
raconter des récits, c'est quelque chose de très important qui est en train de voir le jour dans le cadre du nouveau Bauhaus européen et dans lequel notre société industrielle ne donne absolument pas la place. On est uniquement sur du résultat, sur du process, parfois du process sans aucune utilité de terrain. Et là, c'est véritablement reconnecté avec ce dont les gens ont besoin. On le voit avec notre actualité politique, hein, c'est vraiment très important et on est quasiment engagé de façon manifeste au niveau du nouveau Bauhaus européen par rapport à ça. C'est pas facile avec la Commission européenne qui est dans ce système aussi industriel process. Donc je disais par rapport aux étudiants, il ne faut pas qu'ils soient seuls, hein, et donc vous voyez le logo prototype de EcoSchools as New Open Bauhaus Lab, celui qu'on avait fait pour démarrer le projet, il mettait ces générations, les évolutions techniques et d'usage qui doivent venir et comment reconnecter les générations avec cet avenir de l'école, de nos quartiers, de nos villages, et comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble sur plusieurs régions. Donc, bon, il y a des visualisations qu'on peut voir sur ce que ça donne, hein, avec différentes initiatives existantes. Là, je ne vais pas passer sur les work packages du projet. Je pense que c'est pas ça dont on discute aujourd'hui. Là, vous voyez un peu ce fonctionnement du Living Lab, c'est-à-dire que vous avez des sites pilotes et ces sites pilotes vont alimenter des sites secondaires, partenaires sur les territoires. Et puis, vous voyez toute une galaxie de sites qui vont en bénéficier, en fait, de ces nouvelles offres sur les territoires. Donc, il y a un effet démultiplicateur entre ce qu'on fait et c'est ce que vous allez voir ici au niveau de l'éco-campus. Donc, ça, c'est les 5 sites pilotes dont je vous ai parlé, hein. Vous voyez le site grec ici à Athènes, le site suédois à Stockholm, le site en Irlande à Cork, le site à Lisbonne. Et vous voyez ces configurations géographiques complètement différentes. Le climat à Lisbonne, c'est proche de Séville, c'est proche de l'Afrique du Nord, c'est en même temps le climat océanique. Vous avez Cork qui est en plein sur l'océan Atlantique avec un climat maritime fort, insulaire. La Suède qui est dans un environnement nordique avec tout le changement au niveau de la mer Baltique et la France qui est dans cette zone donc plutôt nord-ouest, Europe du Nord-Ouest, sous influence atlantique. Et la Grèce en climat méditerranéen aride. Donc la microville 112, elle est située dans un territoire de proximité où à 15 minutes, une demi-heure, on peut rejoindre tout le territoire en vélo à assistance électrique. Donc si vous utilisez transport en commun, vous augmentez un tout petit peu le rayon, mais vous voyez que toute la tâche urbaine est couverte en vélo à assistance électrique. C'est tout de même quelque chose de remarquable de se dire qu'on est capable de le faire sur un territoire comme ça. Et vous voyez, la base aérienne, elle est là au centre, hein. La situation tout à fait privilégiée de cette base aérienne, puisqu'il y a une ligne TER, il y a une coulée verte le long du canal de la Marne, et il y a un terminus tramway juste à 1 kilomètre de là. Donc ce raisonnement sur territoire des proximités, donc pas la base aérienne toute seule, mais avec son territoire autour. Et puis quand on zoome, on voit ces bâtiments. On a des bâtiments qui ont été très bien conservés dans le temps, car maintenus par l'armée. Et malgré que le site a été fermé depuis maintenant 12 ans, eh bien, ces bâtiments sont restés jusqu'à leur transmission à la SIC Microville 112. C'est une coopérative qui a récupéré ce foncier de l'armée directement. C'est un cas d'école en France, à l'initiative d'un petit village, le village de Courcy, qui est complètement mobilisé sur ce projet. Eh bien, on récupère des bâtiments qui sont en relativement bon état et pour lequel, du coup, on arrive avec une vente, location des bâtiments sans vendre le foncier et sans vendre les toitures, puisque et le foncier et les toitures restent dans la coopérative pour développer des infrastructures et des services en commun. Là, on est en phase, on vient d'avoir un concours au Ropan pour pouvoir
s'inscrire dans les réflexions du plan urbanisme, construction, architecture et pouvoir travailler avec des équipes pluridisciplinaires sur le projet. On commence avec ce bâtiment-ci. Si vous voyez, est-ce que vous voyez ma souris? Voilà. Donc, et qui est le bâtiment T2. Vous voyez qu'il occupe une place centrale hein, par rapport à la place d'Armes ici. Et les espaces attenants. Donc, au sud de ce bâtiment, vous avez un autre bâtiment sur lequel se développe un pôle culturel avec des artistes. Là, vous voyez un bâtiment qui va servir pour pouvoir développer des activités en extérieur, remise de matériaux, outils, développement d'activités avec l'extérieur. Et c'est un bâtiment qui est plus à vocation de logement à l'origine, qui pourrait accueillir des gens en résidence. Donc avec ça, le projet démarre. Et ce bâtiment T2, c'est un bâtiment qui était un bâtiment éducatif. Alors, comment ça a démarré? Ça a démarré avec plusieurs ateliers de co-design. On a fait réaliser des ateliers de co-design dès le démarrage du projet Erasmus+. Alors même qu'on n'avait pas encore défini hein, les méthodes de co-design avec Stéphanie. Et ce premier rendez-vous, il a démarré d'ailleurs avec Cergy École de Design. On a fait un travail avec des étudiants de l'école de Cergy École de Design. Vous les voyez ici en Excuse-moi photo. juste, Christophe, Oui, je te coupe ça va être... un oui, petit peu. Parce qu'il est 14h32. Du coup, je vais je me atterrir. doute. Ouais, voilà. Parce que je me doute que tout le monde avait prévu jusqu'à Non, non, je vais 14h30. atterrir. C'était juste que je trouvais important ici de montrer simplement un peu qui est impliqué dans le projet. Et donc, vous avez vu, on a fait un atelier de co-design avec des jeunes designers. Ils nous ont livré une charte citoyenne d'ailleurs pour la microville 112 que vous voyez ici. Aéropaki, c'est une ville de transition pour se former et où on cohabite, on transmet des valeurs. Le citoyen d'Aéropakis apprend à cohabiter avec la nature, les citoyens, représente les fleurs de la microville 112, apprécier son passé pour être le futur, s'engager à collaborer avec la nature et non contre elle, coexister avec les différentes espèces qui recouvrent la planète. Le citoyen d'Aéropakis œuvre pour le but commun en termes d'énergie. Le chacun pour soi est indissociable du chacun pour tous. Le citoyen d'Aéropakis se met en contribution pour le reste de la communauté. Il est engagé dans le projet de la ville. Les citoyens d'Aéropakis entretiennent un lien intergénérationnel et d'union tout au long de leur apprentissage et pour le monde de demain. Et donc avec ça, on a démarré le projet en fait. Là, vous voyez les équipes Europan. La greffe a pris beaucoup de temps à prendre avec les équipes Europan. Mais là, vous voyez ici ce qui s'est passé avec les citoyens et le conseil municipal de Courcy, qui sont aujourd'hui l'équipe cœur du projet. C'est porté par le conseil municipal et les citoyens. Et à cela, on a greffé des premières structures d'enseignement. Donc là, vous voyez l'AFPA, l'Association de formation par apprentissage Grand Est, qui a réalisé un premier chantier formation-test. Vous voyez les jeunes qui ont été formés sur ce chantier de formation. Et ici, vous voyez avec les habitants l'installation de la salle de projet au cœur de l'éco-campus. Et l'éco-campus, il va démarrer avec la constitution d'une association donc qui va permettre d'investir le bâtiment hein, dans sa phase d'occupation transitoire et ensuite sa rénovation avec les acteurs publics du territoire dès le mois de septembre 2024. Donc ce bâtiment, vous le voyez ici, vous le voyez, il est en 2 étages, c'est un bâtiment qui est relativement beau. À l'intérieur, vous voyez ici, donc les salles sont relativement modernes tout de même. Ce qu'on va faire avec ce bâtiment, ben, on va démarrer 3 actions principales. Une première action consiste à développer l'éducation climat avec sous cet environnement vert qu'on a autour pour permettre à des écoles, collèges du territoire de développer leurs propres projets sur l'éco-campus. Là, on va réaliser une aire éducative terrestre avec le collège de Saint-Thierry, qui est le collège de secteur, qui n'a pas la place pour réaliser cette aire éducative terrestre. Et cette aire éducative terrestre va être coproduite par les collégiens, qui sont en fait des anciens de l'école fondamentale de Courcy, qui ont travaillé sur une microforêt l'année dernière. On va avoir quelque chose qui va pouvoir servir à d'autres écoles du secteur. Donc, vous voyez un peu cette mécanique qui se met en place petit à petit. Et on a cette salle de projet que vous voyez sur la diapositive précédente,
D'un côté, on a la fresque Renaissance écologique et de l'autre côté, on a toute une série d'actions, les premières actions qui sont mises en place, qui vont pouvoir être enrichies par chacun des visiteurs utilisateurs de ce projet. Donc, on est en train de voir les modalités pour que ça puisse se produire. On aura une deuxième action qui est sur la mise en place d'une chaufferie 100% renouvelable avec un premier test dès cet hiver, on espère, pour pouvoir montrer comment on peut rénover un bâtiment comme ça 100% avec de l'énergie solaire renouvelable. Et puis, on a une initiative sur ce chantier formation avec l'AFPA. Et on a des initiatives standards que sont la communication. On a un groupe communication qui s'est constitué pour pouvoir communiquer, transmettre en continu le travail qui est fait. Donc les groupes que vous avez vus sur le travail de Stéphanie sont hyper importants parce qu'ils sont permanents et c'est eux qui permettent un circuit de co-apprentissage et d'amélioration continue du projet. Voilà, donc vous voyez ici l'état de démarrage du projet tel que ce sera là en 2024 jusqu'au début 2025. Donc on a un espace d'apprentissage extérieur, espace d'apprentissage intérieur, et il y aura notamment un sujet sur la préservation de végétaux, parce on a des végétaux qui sont semés spontanément et on met en place tout un processus pour pouvoir ne pas raser les végétaux, les conserver là où ils peuvent être conservés et les déplacer, les réutiliser pour en faire une pépinière de ce qui s'est semé naturellement sur le site ces années passées. En 2025, on a une ambition plus importante, c'est de grossir l'offre avec un espace qui va relier les différents usages, l'usage culturel et l'usage éducatif, avec des fonctions de convivialité et d'accueil, à travers une grande serre en bambou qu'on voudrait aménager, qui est une démonstration de construction bas carbone. Donc l'éco-campus, il ressemble à ça, et vous voyez les fonctions qui sont installées dans cet éco-campus. Il y a une salle de projet, qui est le lieu central de co-design permanent, on va dire, et de co-apprentissage de l'usage de cet éco-campus et du site qui l'accueille. Un espace de documentation qu'on va y développer petit à petit parce que c'est important pouvoir faire du fact-checking, de pouvoir accéder aux ressources et d'avoir un certain nombre de ressources qui sont directement consultables sur place, pas uniquement en digital. Des outils aussi pour pouvoir développer différentes activités pédagogiques. Donc on vient là-bas, on peut prendre des outils, on va directement faire son exploration avec des caméras, avec des livres pour explorer le terrain, etc. Des salles de classe ateliers polyvalentes, c'est-à-dire on va démarrer sur le rez-de-chaussée, mais on a l'ambition ensuite de développer ces espaces à l'étage. Donc il y aura, en fonction des différents besoins pédagogiques, des salles qui vont être, il y aura une salle de chimie, il y aura une salle adaptée pour pouvoir faire de la production manuelle avec du bois, voilà. Donc on va avoir des espaces qui vont s'adapter en fonction des usages. Des salles d'exposition. On a une base chantier à l'extrémité droite parce que le plan ne correspond pas tout à fait à ça aujourd'hui, il est plutôt ce que vous voyez à l'étage. Donc il y a ici une base de vie pour le chantier formation. Et puis une salle de travail, ça concerne plus l'enrichissement avec la chambre de qualité au niveau local de ce projet de microville durable et du conseil qu'on va apporter aux écoles aussi sur le territoire, c'est d'avoir un lieu où des gens qui doivent à un moment pouvoir partager des sujets en avancement puissent se réunir physiquement pour pas uniquement fonctionner en visioconférence. Voilà en cours le projet. On a donc le Green Action Plan. Donc ici, c'est pour l'année 2024. Vous voyez toute une série d'initiatives qui sont prévues. Forcément, c'est très, très dur de mettre en place cela et de l'animer parce qu'on a beaucoup de résistance. Il faut prendre énormément de temps d'acculturation des personnes, beaucoup d'interpersonnel, de travail en groupe. On essaie de prévoir une célébration. On vient d'en discuter à la Chambre de qualité cette semaine, de réaliser une célébration pour pouvoir transmettre d'ici le mois de septembre au nouveau, lors du démarrage de la nouvelle année académique, entrée année scolaire, avoir un passage de relais et une intensification du projet qui se produit lors de ce passage de relais, puisque le risque, c'est effectivement d'avoir les équipes cœur qui se fatiguent.
Donc, ce sont des projets qui doivent tout de même grandir relativement vite pour avoir des moyens de soutien qui arrivent. Si ça prend trop de temps, on va rester sur des petites initiatives qui sont symboliques et les personnes vont être déçues de ne pas voir se réaliser les ambitions qu'elles ont développées au sein de la communauté. Voilà, je vais terminer là-dessus pour essayer de ne pas trop dépasser le temps. Merci Christophe, et c'est vrai que tu as bien fait d'insister sur, une fois qu'on a créé notre communauté, comment est-ce qu'on la maintient engagée. Je pense que ça, c'est notre prochaine étape dans, dans le projet de s'assurer que les communautés soient bien maintenues, engagées pour tout le projet. Est-ce que vous aviez des questions à poser à Christophe? Moi, j'ai une question, si on a un petit peu de temps. Est-ce que, parce que du coup, enfin, c'est pas la communauté, c'est les communautés. Enfin, il y a plein de niveaux. Les pilotes de projet, ils sont pilotes sur place, ils sont au sein de la communauté européenne, dans le sens des projets européens que vous avez montrés. Mais du coup, on peut imaginer que, mais du coup, c'est que mon imagination, c'est pour ça que je pose la question, que ceux qui sont dans la SIC, on attend une certaine responsabilité ou un certain rôle de leur part, que les habitants ont sûrement des envies, des besoins, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui géreront, qui intégreront, la microville 112. Et du coup, enfin, du coup, j'ai plein de questions. C'est est-ce que les besoins, enfin, d'où viennent l'expression des besoins et les ambitions? Enfin, Stéphanie, tu présentais Christophe comme un visionnaire, j'en suis convaincue, mais du coup, j'imagine que certaines idées ont été susurrées à l'oreille, et tant mieux parce que les personnes sur place n'y auraient peut-être pas pensé. Mais du coup, quand on parle de rénovation thermique et aussi de sa diffusion, à quel moment est-ce que la rénovation thermique de ces bâtiments-là prime sur le fait de pouvoir diffuser les savoirs qui seront nécessaires pour que ce soit des éléments accessibles aux personnes qui voudraient mener d'autres projets de rénovation thermique, par exemple. Enfin, voilà, comment est-ce que Je comprends ces questions, elles sont tout à fait justes et dans ta légitimes. réponse. En fait, donc d'abord au niveau de la mécanisme c'est compliqué à comprendre parce que c'est un vrai changement, hein, ce mécanisme de communauté au niveau local. Donc ça, c'est pour ça que justement Stéphanie, elle en fait tout son travail de recherche là-dessus. Donc il y a du taf, il y a du boulot là-dessus. Et c'est quelque chose qui va encore considérablement évoluer, mais on a tout de même au moins une cinquantaine d'années de retour sur ce qui fonctionne. Donc, on a essayé de s'inspirer notamment des communautés d'intention aux États-Unis, par exemple, qui fonctionnent depuis les années 50, hein. Mais là, l'idée, c'est la core team, c'est déjà de ne pas avoir une personne toute seule. Souvent, dans les projets, on a une personne toute seule. On va avoir une personne toute seule, et puis c'est confortable pour le comité directeur exécutif de dire, j'ai une personne, je tape sur cette personne, et en fait, c'est moi qui décide parce que cette personne, elle me rend des comptes. C'est l'organisation parapluie habituelle. Donc là, ici, on organise une core team et on a prédéfini, et on va le faire évoluer d'ici la fin du projet. C'est quoi les fonctions essentielles? Donc, ces fonctions qui ont été scénarisées par Stéphanie, sur lesquelles il y a une cartographie des parties prenantes qui est réalisée. Ça veut dire que les personnes qui ont en charge une fonction au sein de la core team, elles qui sont garantes que cette fonction sera bien traitée, et généralement, elles ont un peu d'expertise, ou elles ont un intérêt pour le sujet, eh ben, elles vont s'efforcer de trouver les moyens ressources pour que ce sujet soit traité. Et du coup, par exemple, voilà, les 4 fonctions, elles émanent de qui? Les 4 De ce qui a été fonctions, décidé là, comme nous, on projet. les impose au départ, hein, ces Voilà, c'est fonctions. Elles ça. doivent Ok, être traitées. d'accord. On les impose. Ça fait partie du logiciel de départ. Ensuite, C'est on a quoi? une méthode où on les fait travailler collectivement là-dessus. On les amène à écrire, normalement, c'est co-écrire, co-designer un plan d'action rénovation climat. Forcément, ça s'est passé en mode dégradé. Et là, on a quelques personnes qui ont rédigé le plan de rénovation climat. Et là, on est là avec Stéphanie pour rappeler que c'est un processus de design thinking. Ça veut dire qu'il n'est pas écrit une bonne fois pour toutes, ce Green Action Plan. Et c'est pour ça que là, on met la salle de projet dans l'éco-campus à la Microville 112, c'est pour que on puisse
re-questionner, améliorer le processus à chaque fois que nécessaire. Et ça va être plutôt sur base cyclique parce qu'on est sur des processus d'une année à peu près, hein, avec des groupes. Donc, c'est se dire qu'un groupe peut enrichir ce que le groupe précédent a fait. Et comme il y a une transmission, il peut y avoir aussi une critique de ce qu'on a mis en place, des problèmes qu'on a rencontrés. Le gros du challenge, c'est d'impliquer tout le monde dans ce co-design. C'est-à-dire là, il y a une vraie résistance de la sphère technique et managériale pour y rentrer. Ça, on l'observe, hein, sur les sites pilotes, il y a une résistance incroyable, hein, par rapport à ça. Mais ça, on l'a mis dans le logiciel du projet et on le rappelle. Là, c'est moi mon rôle, au niveau de la chambre de qualité et du pilotage du projet, de rappeler qu'on n'est pas juste là pour faire joli avec quelques profs qui vont faire quelque chose de chouette avec 2 classes. Mais on est là pour envisager la rénovation climat de toute l'école. On est là pour impulser l'éducation et climat dans toute l'école. Donc, c'est sûr que c'est compliqué parce que les personnes imaginent toujours qu'on va acheter quelque chose et que ça va se réaliser demain, hein, et qu'à la rigueur, on va mettre un gros paquet d'argent et on l'aura demain, on va l'avoir sous le sapin de Noël. Ici, c'est pas ça, c'est une coproduction et donc c'est un véritable processus dans lequel il faut investir. Et si ce processus marche, comme dit Sophocles Sotriou, c'est une réaction en chaîne, comme une réaction nucléaire. C'est-à-dire qu'au plus vous avez des personnes qui s'impliquent dans le processus, au plus le processus va livrer des résultats. Ça, on en est intimement convaincu. Maintenant, notre challenge, c'est d'ici 2025 de faire la démonstration de ce processus de réaction en chaîne. Ok, merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, mais je suppose que derrière, bien sûr, à Mais l'évidence, c'est pas quand on est dans le facile. professionnel, il y a plein de questions parce qu'on voit tous les obstacles, on voit toutes les difficultés, etc. Une chose que je peux rajouter aussi, c'est qu'on organise des conversations focus. On a fait un test organisé, dont une à laquelle tu as participé, Annabelle, lors du New Open Doors Festival, où on croise des professionnels pour faire le meilleur éclairage d'un sujet. Et ça, en fait, on a l'ambition de pouvoir capitaliser des ressources au sein de ce lab de l'Union européenne pour permettre aux personnes de ne pas perdre du temps et d'avoir accès directement du meilleur de ce qui se fait actuellement au niveau européen. Et puis de ça peuvent émerger des projets. Et là, on monte effectivement de la communauté du lab au global pour pouvoir construire des projets transverses. Donc, il y a des projets qui peuvent se construire reliant plusieurs établissements pour pouvoir démontrer comment on va faire une cour d'école verte avec la biodiversité et l'alimentation en circuit court et les déchets circulaires. Comment on va faire une école 100% rénovée avec des énergies renouvelables et de la mobilité partagée, ou des choses comme ça. Super, merci beaucoup. Moi, je suis vraiment désolée. Par contre, j'ai un autre rendez-vous là, donc je vais devoir vous quitter, mais je veux pas arrêter si jamais vous aviez encore du temps S'il pour faut, je peux échanger. encore répondre à une ou deux questions pour pas vous frustrer. Super, c'est Voilà. gentil. Merci Christophe. Et puis merci à tous et toutes d'avoir été là pour nous écouter. Et bonne journée. Merci Au Stéphanie. revoir. Bon après-midi, Stéphanie. Au revoir. Au revoir. Donc, oui, si vous voulez, je ne veux pas vous brider. Si vous avez une ou l'autre question, n'hésitez pas. Christophe, que tout se partage par un lieu physique qui est le plan, où est le plan en fait, de projet dans le salle de projet. Sur site. Et vous avez dit aussi qu'il y a un moyen aussi enfin, vous partagez aussi en ligne, en digital, pour notamment pouvoir échanger avec les autres sites. Ouais, est-ce que vous échangez actuellement entre les 5 sites pilotes ou bien c'est Open Innovation? Non, pour le moment, on échange avec Open Innovation. Oui, je vais traiter cette question-là aussi. Ouais. Donc, le premier sujet, c'est au niveau comment ça se passe au niveau du projet. Donc actuellement, l'échange intersite s'est fait à des phases clés telles que le Green Action Plan ou les réunions de consortium où tout le monde prend connaissance de tout. Là, on vient de décider, et moi je l'avais déjà signalé on fait un point à chaque année, hein. Donc là, au mois de décembre, on a fait un point. On a une roadmap, une feuille de route qu'on met à jour chaque année, donc qui est évolutive, qui va s'améliorer d'ici la fin du projet. Et qui documente tout le projet. Donc là, on avait signalé qu'on allait mettre en place deux nouvelles façons de collaborer.
la salle de projet avec des réunions conseils de chaque site pilote, qu'on se concentre sur un site pilote et on permet à tout le monde d'y participer pour pouvoir apprendre du processus, mais la question, c'est le site pilote. Et là, on essaye d'aider le site pilote à avancer sur ses projets dans ses conditions à lui. Et puis, une communication qu'on installe au niveau global avec un comité de rédaction, parce qu'on a un site internet, des médias sociaux à faire tourner. Pour le moment, chacun partage ses petits avancements. Là, il faut qu'on arrive à faire une communication globale. Donc là aussi, ça relie tous les sites pilotes entre eux. La salle de projet, ça c'est pour le moment, il n'y a que la Microville 112 qui teste ça. Mais on a l'ambition de vraiment faire la démonstration, notamment avec Julien Doucier, pour permettre l'installation d'une salle de projet dans n'importe quelle école. On se dit, c'est pas possible d'avoir une déconnexion totale avec le physique. On fait tout en digital, ça ne marche pas. Les gens ne fonctionnent pas comme ça. Donc, il faut quelque chose où les gens puissent véritablement interagir, un lieu que tout le monde puisse visiter. Il est ouvert. C'est pas difficile de trouver un lieu comme ça dans une école, dans un bâtiment éducatif, un musée. Et on a une augmentation en fait de ce qui se passe dans cette salle de projet avec le digital, forcément. Parce que par exemple, sur l'éco-campus Microville 112, là je viens de voir pour tester avec une caméra 3D pour vous permettre, quand il y a un groupe qui a utilisé la salle, on puisse faire une photo. On a la photo, on a documenté la photo. Il y a un nouveau groupe qui va arriver, qui va modifier les choses. Donc, et il y aura un travail professionnel à faire derrière pour pouvoir contextualiser tout ça, en tirer la matière scientifique. Là. Forcément, on aura besoin de professionnels là-dedans. Alors maintenant, la deuxième question, c'est open source ou pas open source. Le New Open Bars Lab est open source, mais il est open source Creative Commons by SA. C'est-à-dire, c'est utilisation aux règles d'usage qui sont définies par la communauté à l'identique. Il faut savoir que quand on travaille comme ça pendant 5 ans à se prendre tout le monde en opposition et qu'on le fait avec zéro moyen, on verrait d'un très très mauvais œil que quelqu'un en fasse ses choux gras ou en fasse son business personnel, puisque actuellement il y a beaucoup d'offres qui se font à titre purement marchande sur le dos d'une initiative qui a été développée en coopération et publique. Donc elle est à destination de tous et l'objectif c'est de produire un résultat d'échelle. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à ce changement climat. Donc, forcément, on a besoin de moyens publics pour ça et on a besoin de moyens privés aussi. Et là, on va fonctionner avec une association qu'on va tester au niveau de l'éco-campus Microville 112, qui est sans but lucratif d'intérêt public pour pouvoir fonctionner avec des subventions publiques, travailler des projets européens, etc. Mutualiser des approches entre les écoles. Et puis, on a actuellement la site Microville 112 et on aura peut-être une site dédiée à ce modèle d'éco-campus qui, elle, travaillera plus sur les offres mutualisées, comment on va développer justement des solutions d'offres de services, des outils, des ressources en commun et qui ont forcément leur équilibre économique, ce qui est différent. Donc, il faut pouvoir jouer aux deux niveaux. Et là, on en est plutôt dans l'économie collaborative qu'elle devrait immerger dans chaque quartier. Donc là, on est bien dans de la coopération, on n'est pas dans de la compétition. Et ça, c'est toute la difficulté sur ce Living Lab d'une microville durable, c'est de tenir dehors les gens qui sont sous la compétition pure. D'où l'importance à nouveau de la salle de projet, parce qu'on va passer par les récits et l'engagement. Et d'ores et déjà, les gens de l'équipe Cœur signent une charte d'engagement. Donc, toutes les personnes qui vont participer au projet vont signer une charte d'engagement pour éviter qu'on se fasse vampiriser par les reliques de la mort de notre société actuelle, qui en fait crée le vide. Il y a des initiatives même portées au niveau des ONG, par exemple aux Pays-Bas, qui sont excellentes et qui sont mortes à chaque fois qu'il y a un projet qui est fini. C'est-à-dire, elles vont bénéficier au réseau d'écoles qui en a bénéficié, puis c'est fini, parce qu'ils sont sur un nouveau projet avec des nouveaux financements, et donc finalement, la solution n'est pas partagée. Ça, c'est terrible, ça se passe à plein d'endroits en Europe et en France. Donc, on est plutôt à regarder sur des initiatives comme Prof en transition, Renaissance écologique, sur des initiatives ouvertes que cette logique d'initiative en captif,
tout en se mettant en collaboration avec des professionnels qui font de très belles choses, qui méritent d'être partagées et qui sont sur ce modèle captif, en essayant de les intéresser à la coopération parce que on pense que c'est pas du tout l'avenir que de fonctionner dans cette logique de compétition à mort, quoi. C'est pas facile, hein, pas facile du Donc, tout. des subventions d'État pour pouvoir vous en bénéficier pour faire un projet qui sera le projet exemple pour et, enfin, en fait, tout décortiquer Oui, par en fait, notre les ambition autres ultime, c'est acteurs. ça, Ouais. c'est de Et du coup, démontrer comment on peut le faire. chaque territoire avec ses dimensions un peu spécifiques, comme vous avez dit, le climat, les enjeux, les acteurs. Ça sera très, en tout cas, à chaque fois, ça sera des cas d'exemple pour son territoire qui vont pas forcément être duplicables sur l'autre Si, territoire. si, Donc, si, parce que plus c'est en un fait, c'est ce autre, qu'on démontre. Non, c'est parce qu'on démontre avec ces zones, justement, c'est que justement, c'est largement duplicable. C'est duplicable sur le territoire lui-même. C'est duplicable parce qu'il y a des zones qui sont en situation qui se comparable. On n'a pas rassemblent. choisi 10 zones, on en a choisi 5, on aurait pu en choisir 25. On en a choisi spécifiquement de manière très précise. Et on a choisi aussi parce ce sont des villes qui sont engagées neutralité climat. Donc, dans une mission qui s'appelle Net Zero Cities. Oui. Et donc, on joue cette collaboration-là qui est unique en Europe. Et là, j'étais ce matin, enfin, juste là, avant le webinaire, j'ai participé à un groupe du Nouveau Bauhaus sur un dispositif d'accompagnement des États membres vers des initiatives prototypes. Donc, notre ambition, c'est pouvoir, par exemple, entre la France et la Belgique, démontrer une initiative prototype accompagnée par l'Union européenne. Là, on est dans un cadre très, très clair et arriver à obtenir à ce que la France commence à investir un tout petit peu. Un tout petit peu. Actuellement, la question, c'est plutôt de donner, on est en accord, enfin, le gouvernement a directement traité avec des acteurs commerciaux pour développer des approches et qui sont pas d'intérêt public. Donc, même ne fût-ce que si on aurait un centième de ce que ces acteurs-là sont en train de capter actuellement ou se préparent à capter, on peut faire des choses extraordinaires. Voilà, donc ça c'est pour le moment le défi qu'on rencontre, c'est ça, c'est d'arriver à monter à une échelle suffisante. Et on veut le faire avec l'incitation de l'Union européenne, parce que l'incitatif de l'Union européenne sur les collectivités, les acteurs État, régions est puissant. Merci. Voilà, mais normalement, une fois qu'on arrive à ce niveau-là, on va arriver justement à engager des professionnels. C'est bien ça l'objectif. Pour le moment, on ne peut le faire que sur un mode contributif, malheureusement, parce que vous remarquez certainement dans beaucoup d'initiatives qu'on peut partager, ça démarre beaucoup avec de la motivation et beaucoup d'inventivité avant de devenir un modèle qui, au niveau économique, fonctionne, quoi. Je suis désolé de pouvoir pas Merci. être plus positif que ça pour le moment. Non, c'est la réalité. Mais, Ouais. ouais. Mais Merci il faut avoir beaucoup. conscience que si on se met en compétition, en fait, on se tue les uns les autres. Ça, je pense que beaucoup de gens sont dans le déni par rapport à ça. Alors, on peut être sur une très belle, assis sur une colonne ou c'est très confortable, mais c'est une colonne. Donc, le jour où la colonne se fissure et vous tombez, ça fait très très mal. Et toute la société est là-dedans, hein. Moi, je suis urbaniste, je travaillais sur les quartiers. On a été à l'université d'été à Angers l'année dernière en été. Tout ça, c'est financé avec de la finance mondiale, des emprunts publics extraordinaires sur 35, 65 ans, d'accord? Et il n'y a pas de réalité économique à ça. On a des villes entières qui se construisent comme ça. Le jour où la rente de situation n'existe plus, les gens sont dans le vide, ils tombent. Donc, toute la société dépend de ça aujourd'hui. Donc, il faut revenir simplement au concret. C'est quoi que les gens peuvent payer? C'est quoi l'intérêt qu'ils ont en face? Et quels services constituent? C'est où le point d'équilibre par rapport à tout ça? C'est ça qu'on essaye de démontrer. On sait que ça va arriver, hein, de toute façon, le moment où ça va décrocher. Euh, Parce que le pétrole, il sera pas là indéfiniment et que voilà, il y a une limite à la concentration de richesse. Bon. Est-ce qu'on se quitte sur ces paroles positives de folie?
Non, mais en tout cas, bah, merci beaucoup, Christophe. On adore écouter. Merci bien. Enfin bon, de toute façon, vous savez où vous retrouvez les uns les autres sur LinkedIn dans le post. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Et voilà. Et merci beaucoup d'avoir participé. Voilà, et le mot de la conclusion, moi je dirais, c'est les valeurs du nouveau Bauhaus, beau, soutenable, ensemble.